Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique, collection dirigée par Vincent Lagnol, avec Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique, sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux, dernière parution. Didier Chauvet, Simone Veil, un parcours dans la Shoah. Une analyse, 2022. Jean-Jacques Latouille, Les écoles à Tulin-Fur et les lois Jules Ferry, 1601-1890, 2022. Emmanuel Lejarre, Germigny l'Exempt ou Les 3 deniers de Gaspard, 6 essais autour d'un monument d'art et d'histoire, 2022. Méhéni Akbal, Archives algériennes de la France coloniale, Contribution à l'évaluation de l'administration centrale, 2022. Thomas Rodeau, Un regard pour entendre, 2022. Pierre Peloux, L'esprit du voyage, Expédition et découverte, 2022. Pierre Peloux, La fin du voyage ? Colonisation, 2022. Éric Sébastiani, Le prieuré de Caillac et le chemin de Compostelle à Gradignan en Gironde, 2022. Gérald Sim, Histoire du collège Pierre Mendès France à La Rochelle de 1964 à nos jours. Une histoire de la priorité, 2022. Denis Rolland, Histoire de l'Harmattan. Jeunesse d'un éditeur au carrefour des cultures, 1939 à 1980, 2022. Éric Bailble, Pour une histoire lexicométrique de l'altérité culturelle. États-Unis et Europe occidentale, 1945 à 1991, 2022. Bruno Geoffray, L'Institution Geoffray, Fabrique des élites, 1837 à 1893, des fils Hugo à Jean Jaurès, L'histoire d'une grande maison du Marais, 2022. Dédicace. À mon père, ma mère et Monique, ma sœur, qu'ils reposent en paix. Mes filles et mes petits-enfants qui portent ma joie, Isabelle, ma chère compagne. Remerciements. Je voudrais remercier ceux qui m'ont accompagné durant près de 10 ans lors de la préparation et rédaction de cet ouvrage en français et espagnol. Amr Abdel Gaffar, Ressou Salava, Raphaël Alvero, Lise Benkemoun, Luis Casado, Enar Corby, Amira Kédier, Mété Aizine, Alberto Pérez Puyal, Noé Carmona, Viviane Lancard, Assumpcio Osta, Paco Montalvo, Raphaël Pérez de la Concha, Paul Oana, André Derry et Isaac Kerub. Surtout, une pensée très affectueuse à mon épouse Isabelle, dont la famille paternelle est d'origine converso-séfarade, pour son merveilleux soutien. Avertissement. Voici le premier volume d'un ouvrage sur le rôle et l'histoire des communautés juives vivant le long des itinéraires de pèlerinage, souvent chrétiens, et des routes de commerce, d'abord celle de l'encens, des parfums ou des perles, surtout celle de la soie, décrite dans le Sefer Massao, le livre des voyages de Benjamin de Tudel au XIIe siècle. Le voyageur séfarade tudélin aurait dû être appelé Benjamin Tudela plutôt que Benjamin de Tudel. Les séfarades, juifs ou converso-convertis, portaient des patronymes non seulement rappelant le nom du père, dans notre cas Ben Jonas, fils de Jonas, ou Benyona, en hébreu, mais de la ville ou de la bourgade où ils sont nés. Les manuscrits qui nous sont parvenus et leur traduction renforcent les équivoques du récit du voyage de Benjamin de Tudel. Une bonne partie du Sefer Massao original fut complétée par des copistes, sûrement tosafistes ashkénazes français et allemands, qui ont ajouté leurs propres connaissances sur leur communauté. Notre déchiffrage du Sefer Massao est adapté des traductions au latin, comme l'Itinerarium Beniamini Tudelensis de Benito Aria Montano, en 1575, traduction critiquée en raison de nombreuses erreurs topographiques et toponymiques, peut-être la plus proche du monde médiéval espagnol. Nous avons utilisé certaines parties de sa traduction en français de 1735 par Pierre Bergeron, et à l'anglais celle d'Adler de 1907.
Notre version en français est surtout voisine de la version espagnole de 1918 d'Ignacio González Yubra, né à Barcelone en 1893, mort à Cambridge en 1962, philologue et grammairien qui analysa scrupuleusement la première grammaire de la langue espagnole, celle d'Antonio de Nebria de la fin du XVe siècle, et comprendra l'hébreu métissé des apostrophes ibéro, romanche aragonais, la langue vernaculaire parlée en Navarre et en Aragon. Nous avons vérifié notre texte en nous servant du remarquable livre d'Haïm Arboun, qui a publié plus d'une dizaine d'ouvrages sur les voyageurs juifs du XIIe au XVIIIe siècle. Nous présentons le Sefer Massao en 2 volumes pour mieux connaître les routes que Benjamin de Tudel a prises et les communautés qu'il a rencontrées. Le premier volume est orienté sur les itinéraires de pèlerinage de Tudel à Jérusalem et le rôle des communautés juives sur la logistique des pèlerinages et des croisades, le second sur les communautés des routes de la soie, de Damas jusqu'en Chine et au-delà, vers les mers de l'Arctique. Robert Lanquar, Cordoue, Espagne. Introduction. Les routes du commerce et les itinéraires de pèlerinage ont fasciné l'humanité et produit bien des écrits de voyage depuis l'Antiquité. Le roi Salomon chantait les routes de l'encens et des parfums au IXe siècle avant notre ère, pour le service de son temple à Jérusalem. Isidore de Séville au VIe siècle, malgré son anti-judaïsme, remerciait ceux qui lui ramenaient l'encens, les résines de l'oliban du Zophar. Ces marchands juifs, les Radhanites, furent les seuls à maintenir les itinéraires commerciaux de la Baltique à l'océan Indien après l'effondrement de l'Empire romain, avant les croisades et l'arrivée des marchands karimi musulmans. Le personnage de Marco Polo a occulté leur rôle dès la moitié du XIVe siècle. Et les Vénitiens ont imposé sa figure à l'encontre de la réalité géopolitique de leur temps. Quel fut le rôle des Juifs et des communautés de leur diaspora sur ces itinéraires de pèlerinage et ces routes de commerce? Après 1180, apparaissent quelques copies manuscrites du livre des voyages, Sefer Massao, d'un voyageur séfarade de Tudel. Un de ces manuscrits a-t-il été connu de Rustichello da Pisa qui, 120 ans plus tard, dans les prisons génoises, écrit les mémoires de Marco Polo et de sa famille? Marco Polo a été idéalisé, c'est un héros du Moyen-Âge. C'est surtout un héros vénitien qui a servi l'image et l'influence de la commune de Venise. Benjamin de Tudel n'est pas un héros, non plus le Tangérois Ibn Battuta qui décrit après 1350, avec beaucoup de précision et sans légende, ses voyages, dans sa Rila du Maroc à la Chine. Comment le Sefer Massao a-t-il été élaboré alors qu'il ne mentionne ni Maïmonide de Cordoue, ni Rachid de Troyes, et que son dernier chapitre est consacré aux communautés juives de Champagne jusqu'à Paris? Est-il l'écrit du seul Benjamin, ou de scribes qui y ont ajouté leur propre connaissance des communautés juives des grandes routes commerciales du Moyen-Âge? Jules Verne louangeait Benjamin le Séfarade, et disait que nous avions avec son manuscrit un inventaire des communautés juives durant leur âge d'or. Peut-on cependant parler d'âge d'or quand l'entourage de Benjamin le pousse à visiter les communautés juives, loin des ravages causés tant par les chevaliers, surtout français, de la Reconquista, que les tribus almohades qui vont dévaster à cette époque la l'Andalous musulmane? Le Sefer Massao est aussi un ouvrage anthropologique substantiel, non seulement ethnologique, sociologique ou historique. Il est la preuve de la nécessité d'une étude transversale du judaïsme et de ses communautés, de ce qu'elles sont devenues jusqu'à la création de l'État d'Israël. Souvent bannis et exilés, les Juifs ont gardé un vif souvenir des villes et bourgades où ils vivaient sur les itinéraires de pèlerinage et les routes de la soie, des perles, de l'encens ou des parfums. Des séfarades gardent encore la clé de leurs antiques demeures. Depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, dans nos démocraties, quand ils ont pu revenir, ils font revivre cette mémoire. C'est durant ce siècle que le géographe allemand Ferdinand von Richthofen forge la dénomination route de la soie. Nonobstant, raconter les voyages du juif espagnol, Benjamin, le premier qui parle en Europe de la Chine, 120 ans avant Marco Polo, c'est révéler une énigme et une occultation, c'est corriger une vision trop vénitienne et trop chrétienne des routes de commerce et de pèlerinage au Moyen-Âge, représentation qui oublie le rôle des négociants juifs, mais aussi le rôle des communautés juives sur les chemins de pèlerinage en Europe et vers le Proche-Orient ainsi que durant les croisades. Benjamin est un personnage historique bien réel, malgré l'inexistence de documents précis le citant,
comme ceux de la Genisa du Caire. Pour le déchiffrer, il faut suivre ses pas jusqu'aux côtes de Malabar en Inde, vers Mangalore, et peut-être Sri Lanka, identifier et reconnaître les communautés qui l'ont hébergé pour voir ce qui en est advenu jusqu'à nos jours. Benjamin est né dans le royaume de Navarre vers 1130 à Tudela, fraîchement conquise aux Arabes par Alphonse Aner de la Maison d'Aragon. Au printemps de 1166, quand Benjamin commence son fabuleux périple, son père Jonas de Navarre devait vivre encore dans la Juderia Vetula, au cœur de la ville, tout près de la mosquée devenue cathédrale. Est-ce une famille de marchands ou de rabbins, docteurs de la loi mosaïque? Il est également très versé sur les questions de botanique. Il ne fait que citer et s'émerveiller sur les jardins, parcs et vergers des villes qu'il visite et les richesses des campagnes qu'il traverse. Quand Benjamin revient à Tudela, ses parents ont rejoint les autres membres de la communauté juive au Cerro promontoire de Santa Barbara, dans la Nouvelle Juderia, au pied du château du roi Alphonse II, dit le chaste d'Aragon, qui voulait mieux les protéger des nouveaux arrivants chrétiens, souvent des chevaliers français. Leur croisade contre les musulmans morts en Espagne se faisait autant contre les juifs rencontrés dans les Alramas, Juderia des territoires reconquis. La communauté de cette Juderia le verra-t-elle mourir vers 1175, sûrement de malaria ou d'amibiase, épuisé par son périple? Rentrant d'Égypte, il dut se reposer en Sicile sous Guillaume de Lebon. Ce jeune roi normand, élevé à l'oriental, polyglotte, aurait rencontré le Tudélin dans son parc et ses jardins, comme le faisait son grand-père, l'éclairé Roger II, avec les sages et érudits juifs et musulmans dont le géographe Al-Idrissi qui écrivit pour lui en 1154, le Nouza al-Mushtaq Fiktirak al-Afak, livre des voyages agréables dans les pays lointains. Al-Idrissi inventoria lui aussi les communautés juives d'Andalousie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Benjamin quittera la Sicile depuis Trapani pour les côtes catalanes, peut-être naviguant dans l'embarcation d'un pêcheur de corail dont les marchands juifs contrôlaient encore le commerce. Après sa mort, des scribes ajouteront un préambule biographique et d'autres commentaires sur les communautés de France, d'Allemagne, d'Europe centrale et de l'Est. Le manuscrit, plusieurs fois recopié, circulera dans toute l'Europe juive. Pire, certains de ces scribes, tosafistes ashkénazes ou ne reconnaissant pas des courants de pensée séfarades comme ceux de Maïmonide, élimineront des phrases et paragraphes qui ne leur convenaient pas. Que sont devenues ces communautés qui avaient la même vie quotidienne, la même langue que celle des populations locales? Qu'est-il resté de leur mémoire, de leur musique et leurs chansons populaires, sinon des expressions souvent péjoratives, des restes de monuments ou des noms de rues dans des quartiers historiques que visitent de plus en plus nombreux les touristes d'aujourd'hui, qu'ils soient d'origine juive, séfarade ou non? Une œuvre au CCULTEE. Benjamin de Tudela fut caché à la mémoire de l'Espagne jusqu'au milieu du XIXe siècle. Dans ce pays, ses récits seront longtemps oubliés, comme l'on tentera d'effacer toute trace des cultures juives et musulmanes. Daniel Rosenberg décrira cette occultation séculaire dans son livre L'Espagne contemporaine et la question juive, les fils renoués de la mémoire et de l'histoire, sans citer le Sefer Massao. Les séfarades, ainsi que les juifs français et rhénans, se serviront de son manuscrit comme d'un guide, comme le fit en 1333, le catalan Isaac Elio avant d'émigrer en Terre Sainte. Après l'édit d'expulsion de 1492 à Constantinople dans l'Empire ottoman, en 1543, son manuscrit pourra être imprimé. Le grand humaniste andalou Benito Aria Montano, chapelain et bibliothécaire du roi Philippe II, le traduira en latin en 1573 et le publiera aux Pays-Bas en 1575. Aria Montano avait été chargé de la Bible polyglotte d'Anvers, connue comme la Biblia Regia, où il introduisit des innovations grâce à son excellente connaissance des textes massorétiques incluant quelques hébraïsmes, innovation peu appréciée de membres de l'Inquisition comme Léon de Castro. Il en subira les foudres et s'isolera dans le cloître d'Aracena de la province de Huelva, tout au sud de l'Espagne, mais non loin de Séville où il meurt. Après les travaux d'Aria Montano, il faudra attendre 1918 pour qu'un philologue et grammairien espagnol, Ignacio González Yubra, travaillant et vivant en Grande-Bretagne jusqu'en 1962, découvrant l'œuvre d'Aria Montano, grammairien lui aussi, le traduise à l'espagnol et le fasse publier à Madrid. L'Espagne ne pourra en faire son Marco Polo, alors que Benjamin avait le premier annoncé l'existence de la Chine et de l'Arctique.
Cela veut-il dire qu'il existait en Espagne un ou plusieurs manuscrits du Sefer Massao jusqu'au XVIe siècle? Que sont-ils devenus? Les retrouverons-nous un jour comme palimpsestes dans la bibliothèque d'un couvent ou d'un évêché? La maîtrise des routes de commerce. Notre ouvrage est aussi l'histoire de l'occultation des routes de commerce que les négociants non chrétiens maîtrisaient jusqu'au XVe siècle. Bien des marchandises ont suivi la filière de ces routes. L'ébène et les bois rares, les plumes et les épices, l'or, les herbes aromatiques et les peaux d'animaux, la lin, les esclaves aussi. Le roi Salomon a chanté la route des parfums dans le Cantique des Cantiques. Les Romains mirent l'accent sur la soie et la pourpre. L'archevêque Isidore de Séville inventorie au VIe siècle les herbes aromatiques et les plantes médicinales importées dans l'Espagne visigothique à travers la route de l'encens dominée par les marchands radanites. Mahomet demandait que l'on brûle de l'encens dans les mosquées avant les prières, afin d'en purifier l'air. Le trafic de la route de l'encens et des épices était beaucoup plus intense au Moyen-Âge que celui de la route de la soie terrestre ou maritime, dont la haute main était tenue jusqu'à la fin du XIe siècle, sinon le début du XIIe siècle, par les marchands juifs radanites. Le commerce international du métal-argent des mines coloniales sud-américaines contrôlées par les Espagnols va bouleverser la géographie des routes de la soie à partir du XVIe siècle. En Chine, l'argent, le métal blanc, devient le moyen de paiement des taxes et des impôts et donnera une impulsion unique au développement d'un pays qui sera la première puissance économique mondiale jusque vers 1840 à 1850, puis déclinera profondément sous le coup des puissances coloniales. Cette situation changera à partir du début du XXIe siècle, avec la remontée en puissance de la Chine et de ses nouvelles routes de la soie. Chapitre 1 sur les chemins de Saint-Jacques, entre Navarre et Provence. L'introduction du Sefer Massao. Voici le Sefer Massao, livre de voyage que prépara R. Benjamin de Tudel, fils de Jonas de Navarre. Benjamin quitte sa terre, la cité de Tudel, traversant des territoires très éloignés comme il en parle. Partout où il se rend, il écrit des faits que personne ne connaissait en Espagne, de ce qu'il a vu ou entendu de la bouche d'honnêtes hommes. En même temps, il mentionne dans chacun de ces lieux les sages et les dirigeants de leur communauté. Ce Sefer, il le ramène en Navarre. Ainsi fut le fameux R. Benjamin, homme intelligent et très instruit, versé dans la Bible et la loi hébraïque. Après que l'on eut examiné ce qu'il dit pour vérifier ses écrits, il s'avère que tout cela est parfait, vrai et irréfutable, parce que Benjamin est un homme de vérité. On a oublié le rôle des communautés juives sur les chemins de pèlerinage chrétiens en Espagne et en Europe. Leur place fut essentielle dans la logistique des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle, finançant souvent, plus ou moins forcés, les pèlerins nobles du nord de la France et d'Europe centrale, leur procurant les vivres et les équipements dont ils avaient besoin entre deux étapes du pèlerinage. Ce que l'on appelle encore avec quelque mélancolie l'âge d'or séfarade, celui du judaïsme espagnol, aura duré presque 3 siècles, du Xe au XIIe siècle. Il a produit une pléiade de savants, philosophes, grammairiens, poètes et médecins. Lucena, juste au sud de Cordoue, où avaient étudié bien des juifs comme le poète Judas Halévi, est alors appelé la perle de Séfarade. Le califat de Cordoue s'effondre en l'an 1027 et les communautés juives d'Andalousie vont souffrir des persécutions des Berbères almoravides, puis des tribus almohades. Beaucoup s'iront se réfugier au centre et au nord de la péninsule ibérique, où malgré les affrontements entre chrétiens et musulmans, les communautés juives, par leur connaissance des langues et leurs contacts commerciaux, vont jouer un rôle d'intermédiaire entre chrétiens et musulmans et remplir les vides de gouvernance créés par ces affrontements. Après le décret d'expulsion de 1492, les Juifs s'exilent ou se convertissent. Il en restera un anti-judaïsme, surtout avec les statuts de pureté de sang. Il y aura bien une période libérale, avec le statut de Bayona de 1808 à 1813. Puis la Constitution espagnole de 1856 affirma dans son article 14 que même si la nation maintient et protège le culte catholique, aucun Espagnol ou étranger ne peut être persécuté pour ses opinions ou croyances religieuses, tant qu'il ne les manifeste pas pour des actes publics contraires à la religion. En fait, jusqu'au retour de la démocratie en Espagne après 1976, les Juifs furent traités comme anti-espagnols au même titre que les francs-maçons et les communistes.
Il faudra attendre le 21 décembre 1969 pour que le décret de 1492 soit officiellement abrogé. En 1990, le prix Prince des Asturies pour la Concorde fut attribué à toutes les communautés séfarades du monde. Le 31 mars 1992, le roi Juan Carlos présida une cérémonie dans la synagogue de Madrid en présence d'Haïm Herzog, président de l'État d'Israël, durant laquelle il demanda pardon pour le décret d'expulsion. En 2015, le gouvernement espagnol modifia le code civil et accorda officiellement la nationalité espagnole à tous les descendants de séfarades expulsés qui le demanderaient. En même temps, il renforça les lois contre la haine raciale, l'antisémitisme et le déni de la Shoah. La Tudelle de l'âge d'or séfarade. Le texte du Benjamin de Tudelle. J'ai d'abord quitté ma ville en direction de Saragosse. J'ai descendu l'Èbre jusqu'à Tortosa, et de là j'ai marché 2 jours vers Tarragone la Vieille, dont les constructions cyclopéennes datent des Grecs, ce qui est unique dans toute la séfarade, Espagne. La ville est sise sur le littoral de la Méditerranée. De là, je me suis rendu à Barcelone qui est à 2 jours de marche. J'y ai rencontré une communauté d'hommes sages et érudits, ainsi que de grands dirigeants comme les rabbins Cézé, Silciel, Salomon et Abraham ben Azdaï. C'est une belle petite ville sur les bords de la mer d'où arrivent des marchandises ramenées par des commerçants du monde entier. De Grèce, de Pise, de Gênes, de Sicile, d'Alexandrie, et de la terre de sainteté d'Afrique et de tous nos voisins. Entre Barcelone et Gérone, la distance est d'1 jour et demi de marche. Là, on trouve une petite communauté juive. Avant le IXe siècle de notre ère, les populations juives, chrétiennes et musulmanes de la péninsule ibérique vivaient ensemble sans quartier spécifique. Petit à petit, les communautés juives seront obligées de résider dans des al-Rama, appelés à partir de la Reconquête, Judérias. Le processus sera complété au XIIe siècle. En 1480, que les souverains espagnols ordonneront aux villes possédant une Judéria que leurs rues soient bien isolées de celles où vivent des chrétiens. La juiverie ou Judéria en ladino, la langue des séfarades, est le nom donné aux al-Rama arabes, quartiers juifs, dès la fin du IXe siècle. La Judéria est délimitée sur une ou plusieurs rues et ruelles. Souvent, les communautés la réclament pour des raisons de sécurité, mais encore religieuses, autour de la synagogue, Beth Knesset, de la maison d'études, Yeshiva, Beth Midrash ou Académie talmudique, et du mikvé, le bain rituel. Les autorités politiques l'imposent également pour faciliter la collecte des impôts et des taxes, et l'Église pour que les Juifs ne se mêlent pas aux chrétiens. Pourtant, les archives livrent de nombreuses traces de propriétés juives à l'extérieur des Judérias, de l'Aragon à la Provence, soit des immeubles dans les villes et bourgades, soit des jardins, vergers et vignes hors de l'espace urbain. Ces Judérias jouiront d'abord de privilèges, elles s'appauvriront avec les persécutions chrétiennes et deviendront des quartiers pauvres comme à Barcelone avec le Barrio Gótico. La Judéria s'appellera El Col ou Judiaria en catalan, Carrière dans le comtat venessin, Messila en judéo-provençal, Judésium à Nice, Ara au Machrek, Mela au Maroc. Le terme ghetto date de 1516 pour désigner le quartier juif de Venise. Il sera étendu plus tard à l'ensemble des juiveries européennes. En Italie, du temps de Benjamin, c'est le mot Giudecca qui sera utilisé surtout dans le sud, dans le royaume aragonais de Naples et des 2 Siciles. Cependant, une controverse existe sur l'origine du terme col utilisé en Catalogne, Provence et Italie du Nord. Il viendrait de l'hébreu Kahal, pour parler d'une communauté répartie sur un territoire avec sa synagogue, ses écoles, son mikvé. Une autre interprétation est celle de Pequeña Cal, petite rue. Benjamin est âgé d'environ 35 ans. C'est le fils de Rabbi Jonas, filiation chargée de symboles. Jonas est le 5e des petits prophètes, une des figures les plus inexpliquées de la Bible. Jonas est un voyageur et un lettré. Dieu l'envoie chez l'ennemi à Ninive, Jonas désobéit. De Jaffa, il fuit vers Tarsis, non pas la Tarse turque, proche de Mersin, sinon la mythique Tarsis Ophir, certainement au Yémen, où Salomon allait s'approvisionner en épices, parfums, or et ivoire. Une tempête surgit. Jonas est jeté à l'eau après un tirage au sort par des marins qu'il estime responsables de leur malheur. Jonas est alors recueilli dans le ventre d'une baleine. Un requin-baleine inoffensif comme il y en avait tant à cette époque ? Jonas voudrait dire baleine, en araméen,
comme il a pour racine colombe en hébreu et en arabe, car il est aussi un prophète du Coran. La baleine le recrache, il ira à Ninive. Le livre de Jonas est lu lors du jour du grand pardon, Yom Kippour. Pour les chrétiens, Jonas est surtout une préfiguration du Christ, Jonas ayant passé 3 jours dans les entrailles de la baleine comme Jésus passa 3 jours dans les entrailles de la terre. Enfin, la 10e sourate du Coran sous le titre de Younous l'inscrit dans la filiation de Benjamin et de sa tribu. La sourate insiste sur son voyage et le fait qu'il ait été écouté et suivi par son peuple. En juillet 2014, les extrémistes de l'EIL, État islamique de l'Irak et du Levant, détruiront la mosquée de Mossoul où se trouvait son tombeau. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et se repentant du mal. Benjamin est-il un commerçant spécialisé dans le corail, les perles ou les épices, ou un messager porteur de lettres de communauté à communauté et un rabbin, c'est-à-dire docteur, enseigné et enseignant? Il va certainement vivre grâce à tout cela durant son voyage. Il aurait même, si l'on interprète bien ses notes, de bonnes connaissances en agronomie, botanique et gestion de l'eau. Il quitte Tudela de Navarre au printemps 1166, suivant le chemin le plus sûr et le moins coûteux pour son époque, l'Èbre, l'Iber romain. Il embarque de Ribota au confluent de l'Èbre et du Rio Mediavilla, appelé crûment mer d'Ancho, en raison des immondices qu'on y jetait et qui ne sera canalisé qu'à la fin du XIVe siècle, après l'épidémie de peste noire. Certains ont placé ce départ en 1165. Or, l'année hébraïque 4927 commence en septembre et chevauche sur 2 ans. Partir au milieu du printemps rend plus facile le passage des Pyrénées et la navigation en mer Méditerranée. Il traverse la Huerta de la Mejana, célèbre potager où pousseraient les meilleures salades et légumes d'Espagne. Cœur de laitue, asperges, fèves, cardes, piments qui font le fameux ragoût de Tudela. Tudela était déjà connu au XIIe siècle pour son horticulture maraîchère. Les Juifs vivaient des fruits, légumes, fines herbes, plantes médicinales et même fleurs alimentaires qu'ils cultivaient sur les rives de l'Èbre. Passage obligé des pèlerins pour Saint Jacques venant de Catalogne, de Provence et d'Italie, Tudela, Titila en hébreu et arabe, et vers 1130, une ville de moins de 8000 habitants dont un bon tiers sont juifs, une moitié de musulmans et le reste, des mozarabes chrétiens. Elle égalait en importance Pampelune, la capitale du royaume de Navarre, à 91 km plus au nord. Avant 1120, considérée comme le bastion de la frontière nord du califat de Cordoue, Tudela dépendait de Saragosse, la ville principale du nord du califat. Charlemagne serait passé par Tudela avant son échec devant Saragosse en 778. Au retour, Roland, son capitaine préféré selon la légende, qui formait son arrière-garde, est tué par des Basques chrétiens, sûrement hérétiques, et non par des musulmans. Son expédition en Espagne aurait été préparée avec le conseil de Juifs francs, comme Isaac le Juif, de Narbonne, que Charlemagne enverra en ambassade à Bagdad auprès du calife Haroun el-Rachid en 802. Il fallait coopérer contre leur ennemi commun, l'émirat omeyyade de Cordoue, 756 à 929. La fitna almoravide met fin au califat de Cordoue. Tudela devint la capitale d'un royaume de Taïfa qui tombera aux mains d'Alphonse Ier. Elle se rendra le 25 février 1119 aux chevaliers français qui ont largement participé à la Reconquista. Ils s'en prirent en même temps aux Juifs des villes et bourgs qu'ils traversaient. Sur les chemins français du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, El Camino Frances, le chemin français, Tudela ne pouvait plus être une étape comme d'autres localités telles Estella Lizarra, Estella en espagnol et Lizarra en basque, en Navarre. Cette dernière, quelques dizaines de kilomètres au nord de Tudela, fut reconquise en 914 par Sancho Garcés. Sa Juderia actuelle date du XIIe siècle, la première dans le quartier El Gacena ayant été incendiée, ce qui prouve encore que jusqu'au XIIIe siècle, les pèlerins utilisaient les services et produits, sinon les prêts des commerçants juifs. Frontière entre 3 royaumes, Tudela devra son développement à l'Èbre, fleuve navigable à cette époque. Le pont déjà construit par les Romains, renforcé par les musulmans et embelli par les chrétiens, était au départ seulement fonctionnel. Puis il devint un chef-d'œuvre monumental pour montrer la puissance de celui qui le contrôlait. Ces ingénieurs, dès le premier pont romain, choisissent délibérément un emplacement très large sur 360 mètres, avec 17 arcs ogivaux, là où le fleuve est peu profond.
Alphonse Ier se rend compte rapidement en 1121-1122 de l'importance stratégique de Tudèle. Il va diviser la ville en quartiers chrétiens, quartiers juifs, Juderia, et quartiers musulmans, Moreria. S'il transforme la grande mosquée en église qu'il rattache à l'évêché de Tarassona, s'il aide surtout la communauté mozarabe chrétienne, il se préoccupe également de la communauté juive qu'il veut garder près de lui. Il espère en outre maintenir une grande partie des artisans musulmans spécialistes des armes de guerre. Ce sont les musulmans qui partiront le plus souvent des villes reconquises, non les juifs. Les populations musulmanes reflueront vers le sud de l'Espagne, puis émigreront dans les villes d'Afrique du Nord où des nombreux quartiers portent le nom d'Andalous. Les trois communautés vont vivre dans un calme relatif, chacune avec ses propres traditions et coutumes. La population chrétienne, les Mozarabes, augmentera vite avec l'arrivée d'immigrés venant de France, d'Aragon et de Catalogne. Dans ce poste frontière, les marchands, principalement juifs, parlaient hébreu, arabe, certains le latin et libéraux romanche, mélange de dialectes locaux catalans, basques et castillan. Depuis Tudèle, les marchandises partaient sur l'Aquitaine, l'ouest de la France et même la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Benjamin naît 10 ans après la reconquête chrétienne. L'impact des changements politiques et religieux va être capital sur sa formation. Les privilèges dont jouissaient les juifs d'Imis du monde arabe sont réduits. Sous les musulmans, ils pouvaient vivre dans toute la ville et s'habiller selon leur fortune. Ils formaient l'al-Rama, concept plus ample que territorial, recouvrant l'espace urbain et l'institution politique municipale qui pouvait élaborer ses propres ordonnances, Takano. La communauté juive de Tudèle est prospère. Le commerce se fait sur les céréales, le vin et l'huile d'olive, le prêt et le bail sur des rentes royales. Le roi s'entoure de hauts fonctionnaires juifs qui se consacrent aux tâches administratives et financières de la ville, et à la perception des impôts. Les artisans juifs seront tisserands et tailleurs, mais aussi orfèvres, selliers, cordonniers, parcheminiers, chaudronniers, serruriers, cuirassiers. Au XIIe et XIIIe siècle, dans les royaumes chrétiens, les Juifs maintiendront 30% des marchés comme courtiers, contre 60% pour les chrétiens et 10% pour les musulmans moudéjars. On permet encore aux médecins juifs d'avoir des patients chrétiens. Un autre événement influencera l'enfance de Benjamin. Vivant les inquiétudes de sa famille et de son père, le rabbin Jonas, en 1135, le royaume de Navarre se sépare du royaume d'Aragon. Tudèle devient la frontière entre les deux royaumes. Pampelune sera la capitale de la Navarre, même si les rois de Navarre partagent encore leur temps entre les deux villes. Avant de partir en guerre contre la Castille, en 1150, Sanchevei dit le sage ou le savant, roi de Pampelune, Rex Pampailenensium, se fait nommer roi de Navarre, Rex Navarre, et vit l'hiver à Tudèle jusqu'à sa mort en 1194. Benjamin, vivant au pied de son château, lui a-t-il raconté ses voyages? Pourquoi a-t-il? On ajoutait le surnom de sage ou de savant à Sanchevei, sinon parce qu'érudit et connaissant les pratiques et traditions des religions monothéistes. Il stabilise son royaume, luttera contre les Castillans blancos, s'entoure de savants et fait construire dans toute la Navarre des ensembles architecturaux, ponts, routes, monastères, édifices divers. Il aura 6 enfants qu'il mariera avec des membres des familles royales, anglaises et bourguignonnes. La trame urbaine actuelle de Tudèle reste anarchique. Elle garde cependant quelques restes juifs et arabes. Les recherches archéologiques ont été rares dans le Casco Viejo, la vieille ville qui conserve un patrimoine monumental autour de la cathédrale. Ce n'est qu'en 1498 que ces 3000 Juifs seront expulsés. Beaucoup partiront pour le sud de la France. Le roi de Navarre, Jean III d'Albret, l'arrière-grand-père du roi de France Henri IV, attendra 6 ans après l'édit d'expulsion de 1492, le décret de l'Alhambra. Il le fera sous la pression des rois catholiques, leur tenant tête 2 ans de plus que Manuel Ier du Portugal qui se décide en 1496. Reste une banderole dans la cathédrale de Tudèle, ancienne mosquée, où sont inscrits les noms des convertis pour marquer la pureté de sang, la manta tissée en 1610, devenue aujourd'hui une des attractions majeures du musée de la cathédrale. De Tudélin, Juda Halevi et Abraham ibn Ezra. 2 grands personnages séfarades dont on connaît la biographie, sont les compatriotes de Benjamin et presque ses contemporains. Juda Halevi, médecin et poète, le chantre de Sion. C'est l'auteur du Kuzari,
Ouvrage théorique, rédigé en arabe, comme la plupart des ouvrages philosophiques et scientifiques de l'époque, sous le titre « Apologie de la religion méprisée » ou « Livre de l'argument et de la preuve pour faire triompher la religion méprisée ». Ouvrage géopolitique pour contrecarrer les arguments d'Ibn al-Hazm, poète et philosophe, anti-juif fanatique, issu d'une famille chrétienne convertie à l'islam. Ibn al-Hazm est né à Cordoue. Il vécut essentiellement à Grenade à partir de 994. Son très ambigu collier de la colombe, qu'il aurait dédié à un de ses jeunes amants, le fait considérer comme un des représentants majeurs du néoplatonisme en islam. Ses écrits fanatiques furent surtout dirigés contre le rabbin Samuel ibn Agrela, très apprécié par les sultans de Grenade qui en firent leur vizir, leur premier ministre, sous le nom d'El-Najid. Joseph ibn Nagrela, le fils de ce dernier, le remplaça à sa mort, mais ne sut pas se faire des amitiés indéfectibles comme son père. Il est finalement assassiné, avec de nombreux coreligionnaires par une foule exaltée de Berbères en 1066. Kuzari fut traduit en hébreu par Juda ibn Tibun, considéré comme le père des traducteurs. Ce dernier émigrera de Lucena à Lunel, non loin de Montpellier, vers 1157, fuyant les Almohades. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.